Nutritionnelle avec les bouleversements apportés par la modernisation dans nos modes alimentaires liés pour beaucoup, Dr Laifa vient de le mentionner, donc l'hygiène de vie, l'alimentation est le premier facteur justement qui peut aggraver le diabète ou le provoquer. Absolument, comme disait Dr Laifa, effectivement on hérite, on n'hérite pas du diabète type 2 de nos parents, mais on hérite de leurs mauvaises habitudes qui ont entraîné le diabète type 2 en premier lieu aux parents, ensuite à leur progéniture. Effectivement, la transition économique actuelle fait qu'on a beaucoup plus une alimentation beaucoup plus riche, beaucoup plus grasse, beaucoup plus sucrée, beaucoup de sucre caché. Et quand il y a des gens qui ne se rendent pas compte, ils disent moi je ne mange pas de sucre, mais comment ça se fait alors qu'il y a beaucoup de sucre caché dans beaucoup d'aliments. Et c'est par rapport à cette transition économique et ces personnes qui mangent beaucoup dehors également. Avant, l'alimentation était plutôt à la maison, donc là maintenant on passe à une alimentation plutôt externe, à l'extérieur, et c'est pour ça que le diabète type 2 actuellement apparaît beaucoup plus tôt que ce qu'il y avait dans le temps où on était entre 50 et 60 ans pour arriver. J'imagine que vous remarquez ça pendant vos consultations. Absolument, absolument. Donc l'alimentation est très riche en gras et en sucre, et en particulier en sucre. Donc l'idéal, c'est évidemment, on ne va pas abolir complètement, on a toujours besoin d'un goût dans notre alimentation, un aliment qui a du goût, donc on ne va pas complètement éliminer, mais on va substituer ou voir, montrer, expliquer comment cette personne devrait se réalimenter en sucre lent. Par exemple, on va arrêter le pain blanc pour le substituer avec un pain complet avec des fibres qui vont être beaucoup moins vite absorbées, donc il y a toujours un sucre caché dans le pain complet ou le pain aux céréales, mais n'empêche que l'absorption intestinale est beaucoup plus lente parce que les fibres vont empêcher une absorption maximale. Il faut avoir évidemment une alimentation riche en fibres, en fruits et légumes, mais évidemment on n'oublie pas les glucides. Les glucides sont importants aussi dans notre alimentation, en particulier au petit déjeuner et au déjeuner. Mais après le petit déjeuner, là aussi chez certains diabétiques, je pense que Dr Laifa va me confirmer ça, ils ont ce qu'on appelle une hyperglycémie de l'aube et de l'après-l'aube. Donc il y a une néoglycogénèse qui se fait au niveau du foie. Il y a des personnes qui se réveillent avec une glycémie assez élevée, même s'ils n'ont pas pris une alimentation riche la veille. Donc il y en a qui disent parce que j'ai mangé la veille quelque chose de sucré, etc. C'est vrai, Dr Laifa ? C'est vrai, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'imprégnation hormonale. Au moment où on se réveille le matin, on se réveille avec une bouffée de glucose qui va être sécrétée par le foie, parce que le foie va en quelque sorte vous en procurer une partie de l'énergie nécessaire le matin, parce que la nature c'est comme ça, le bon Dieu nous a créé de cette façon, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir ou de trouver un petit déjeuner le matin. Donc c'est un peu les réserves dont on parle. Exactement. Et puis on a cette hyperglycémie le matin. Effectivement, même les diabétiques ne se ressemblent pas. Au début, les diabétiques, ils ont des problèmes de ce qu'on appelle l'hyperglycémie postprandiale après les repas. Mais en réalité, parfois, on a ce qu'on appelle les hyperglycémies modérées le matin. Et c'est ce genre de situation qui va définir. C'est pour ça que quand on diagnostique un diabète, on préfère d'abord prendre une glycémie à jeun. Et il y a des normes qui sont connues maintenant et qui sont au-delà de ces normes-là, de ces chiffres-là, répétés 2 fois, on déclare que vous êtes ou non diabétique, alors que d'autres, non. Il arrive que, comme disait le docteur, c'est effectivement, et il arrive d'avoir une imprégnation hormonale correcte au début, donc des glycémies le matin normales ou à la limite de la normale, donc proche des chiffres pathologiques, mais pas au-dessus de ces chiffres pathologiques. Mais malheureusement, ils ont des problèmes postprandiaux. Quel type de problèmes postprandiaux? Ce sont des problèmes quand on mange, la glycémie monte trop vite. Et le problème, c'est qu'une hyperglycémie n'est pas facilement perceptible par la personne. On ne le sent pas venir. Et chez ces personnes-là, on le diagnostique le diabète d'une autre façon. On fait ce qu'on appelle la charge glucosée. Donc, on va lui donner une charge de glucose de 75 grammes de glucose et il va l'ingérer, bien sûr. Et on va reprendre la glycémie 2 heures après. Et là, on aura d'autres chiffres et d'autres seuils qui sont connus
S'il dépassait ces seuils-là, on le déclare aussi comme diabétique, quel que soit le chiffre du matin. Exact. C'est dire que voilà, c'est une maladie assez complexe quand même. Hein. Il faut suivre, il faut comprendre surtout la maladie. On parlera d'ailleurs de l'annonce de cette maladie avec vous, docteur. J'aimerais juste m'arrêter sur un point qui est l'activité sportive, et l'activité physique et la sédentarité. C'est des mots qui reviennent très souvent chez le patient donc, diabétique et qui posent problème. Effectivement, de toutes les manières, quelle que soit l'adaptation alimentaire que nous instaurons à nos patients en fonction de cette glycémie à jeun et de la glycémie postprandiale et éventuellement de la glyquée, pour savoir comment ajuster les repas du matin, du midi et du soir, effectivement, l'activité physique est importante. Hein. Donc, quand on fait pour des personnes, en général, les personnes qui ont un diabète type 2 sont toujours en surpoids, souvent en surpoids ou obèses. Donc, à ce moment-là, on va gérer également tout ce qui est gras périphérique, donc masse graisseuse périphérique, mais il faut aussi faire attention à la masse graisseuse intra-abdominale, qui est en rapport justement avec ce diabète type 2, une hypertension, une hypercholestérolémie, ce qu'on appelle le syndrome métabolique, quand il y a tous les critères établis. Donc, à ce moment-là, ce gras intra-abdominal qui est considéré comme le gras pathologique, on ne peut pas le gérer avec une adaptation alimentaire simple. Il faut absolument insister sur le fait il faut une activité physique pour diminuer ce gras intra-abdominal et pour éventuellement remettre les chiffres glycémiques à des taux plus ou moins normaux, évidemment avec un traitement et une adaptation alimentaire. En fait, c'est multidisciplinaire. Hein. Donc, il y a l'alimentation, l'hygiène alimentaire, l'activité physique. Je ne parlerai pas de sport, je parlerai d'une activité physique, c'est-à-dire une marche. On n'est pas obligé d'avoir une activité physique intense, il faut une activité physique lente et longue. Il vaut mieux aller dans l'endurance que dans l'intensité. Et évidemment, le traitement est instauré par le médecin et évidemment une hygiène alimentaire adaptée à un diabétique. En fait, c'est pas une alimentation comme on gère une alimentation d'un obèse ou d'un surpoids. On va en parler, mais juste, docteur Laifa, est-ce que vous préconisez, vous conseillez justement, ou vous ordonnez carrément à vos patients d'avoir une activité physique? Évidemment. Peu importe le type de diabète pratiquement, peu importe le type, non. Mais peu importe, d'abord, si nous sommes dans le diabète type 2, parce que si on était dans le diabète secondaire, donc il faut soigner la raison causale, la chose qui a entraîné cette situation, qui sont assez rares, mais pour ne pas dire dans tous les cas de diabète. Mais dans le diabète type 2, effectivement, parce que peut-être c'est ce manque d'exercice physique, ce manque d'activité physique, parce que ce qui a caractérisé les choses pendant ces dernières décennies, c'est qu'il y a eu deux choses qui sont arrivés en même temps. D'abord, on commence à vivre de plus en plus dans le confort, donc on marche plus, on travaille plus dans les champs, on travaille pas dans les chantiers, donc on prend du transport, on est soit dans les véhicules, soit dans les bus, les trains, des métros et tout. Donc il y a une activité physique qui baisse. Alors, à l'antipode, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pire encore. Il y a une alimentation riche en sucre, riche en gras, riche c'est-à-dire les pâtes et tout ça. Alors, ce sont des choses qui vont vous exposer à avoir des apports énergétiques très importants. Et puis, ces apports ne sont pas brûlés, qui ne sont pas métabolisés. Et le corps humain, il est fait de telle sorte, il a cette capacité, bien sûr, parce que nos aïeux, nos grands-parents, ils prenaient, c'est vrai, ils ne prenaient pas beaucoup de glucides, mais surtout le gras. Nos aliments les plus connus et les plus sont très riches en matière grasse. Mais à la différence, ce sont des gens qui bougeaient, qui parlaient, qui suaient, qui marchaient. Les gens, avant, un truc simple, les enfants, avant, on allait à l'école en marchant, à pied. Maintenant, il est pratiquement ramassé de l'école, comme on utilise le terme. Donc, il est pris jusqu'à l'école. Donc, et ce sont des habitudes qui commencent très tôt dans la vie. Je voulais attirer votre attention sur un point très important parce que les gens ne savent pas peut-être la différence entre un surpoids et une obésité. Il faut savoir que ceci est calculé en fonction de ce qu'on a d'une équation simple qui est un rapport entre le poids et la taille, ou du moins le poids et le carré de la taille, et qui donne des chiffres. Donc, quand on est inférieur à 25, on est dans un poids normal. Si on est de 25 à 30, on est dans le surpoids. Et au-delà de 30, on parle de l'obésité. Or,
il faut le dire, que le 25-30, c'est le surpoids, mais c'est la zone la plus dangereuse et elle expose surtout à certaines maladies cardiovasculaires